Bienvenue sur les mystères de la Terre, la chaîne qui lève le voile sur les savoirs perdus de nos ancêtres. Depuis la nuit des temps, des structures monumentales parsèment notre planète, témoignant d'un savoir-faire et d'une ingéniosité qui défient notre compréhension moderne. Ces édifices, souvent attribués à des civilisations datant de plus de 5000 ans, soulèvent des questions fondamentales sur notre histoire et nos origines. Des millions de blocs de plusieurs tonnes ont été assemblés en forme de pyramide aux mesures de la Terre, des vases ont été taillés dans le granit au micromètre, ou encore des zones terrestres aux formes symboliques, évoquent un cataclysme géant et vieux visible depuis l'espace. Ces exemples, parmi tant d'autres, soulignent une réalité troublante. Les techniques de construction utilisées semblent en avance sur leur temps, défiant les connaissances attribuées aux civilisations de l'époque. Les discours officiels peinent à fournir des explications satisfaisantes, laissant place à des interrogations légitimes en face des vestiges bien réels. Notre approche, basée sur l'observation directe et l'analyse des structures, vise à remettre en question les certitudes établies. En explorant ces sites, en étudiant les méthodes de construction et en confrontant les données archéologiques, nous cherchons à dévoiler une histoire plus complexe et fascinante de l'humanité. Aujourd'hui, nous faisons le point sur ces énigmes qui se répandent d'un continent à l'autre, de l'Afrique à l'Asie, de l'Amérique du Sud à l'Inde. Les mystères de la Terre enquêtent à la recherche de témoignages d'un savoir-faire hors du commun. Bienvenue dans ce nouvel épisode des mystères de la Terre. Nos premières conclusions et hypothèses conduisent toutes dans la même direction. Une civilisation, très avancée techniquement et scientifiquement, a habité sur la planète Terre il y a plus de 12 000 ans. A disparu de manière inconnue à ce jour il y a environ 10 000 ans, et les rares rescapés de cette disparition ont façonné la civilisation humaine que nous connaissons, il y a environ 5 000 ans. Notre enquête débute dans les plaines de Mauritanie, plus précisément dans l'œil du Sahara. La structure de Risha, ou l'œil du Sahara, se situe au cœur du désert de Mauritanie. Visible depuis l'espace, ce cercle d'environ 40 km de diamètre intrigue par sa symétrie presque parfaite. Des analyses par imagerie satellite montrent des marques claires, témoignage d'un passage massif d'eau à une époque révolue. Si aujourd'hui le désert règne en maître, il apparaît que jadis, des inondations colossales ont pu modeler ce relief. Certains chercheurs évoquent un passé où le Sahara aurait connu des épisodes humides, remontant à plusieurs millions d'années, tandis que d'autres théories envisagent des événements plus récents qui auraient pu laisser une empreinte durable. Un lien fascinant a été suggéré entre la structure de Risha et l'Atlantide, cette cité mythique évoquée par Platon. Selon le récit de Platon, l'Atlantide aurait disparu il y a environ 9000 ans, engloutie par les flots lors d'une catastrophe inéluctable. Certains théoriciens avancent que Risha pourrait être le vestige d'une civilisation avancée qui aurait prospéré dans cette région avant de disparaître sous une inondation soudaine. Bien entendu, ces hypothèses restent controversées et reposent sur des interprétations aussi bien géologiques que mythologiques. Ce qui est sûr, c'est que l'énigme de Risha alimente depuis longtemps le débat entre partisans d'explications naturelles et défenseurs d'un passé mystérieux, potentiellement lié à une civilisation perdue. Le mythe du déluge est l'un des récits les plus anciens et les plus universels. Dans la tradition biblique, le déluge est souvent daté autour de 2300 à 2400 avant notre ère, tandis que d'autres récits, comme celui des tablettes sumériennes ou l'hypothèse du déluge noir, évoquent une catastrophe encore plus ancienne, aux alentours de 5600 avant notre ère. Ces inondations cataclysmiques auraient pu résulter de changements climatiques abrupts à la fin de la dernière glaciation, ou même d'événements cosmiques.
Si des inondations d'une telle ampleur ont effectivement eu lieu, elles pourraient être à l'origine de ces légendes qui traversent les cultures. Le lien avec Risha se pose alors naturellement. Pourrait-il être le témoin géologique d'un passé marqué par d'immenses flux d'eau? Des études géologiques récentes au Groenland ont révélé des indices laissant supposer qu'un impact d'astéroïde majeur pourrait s'être produit il y a environ 11 500 ans, à la toute fin de la dernière période glaciaire. Ce scénario s'inscrit dans le contexte du passage à l'Holocène, où des perturbations climatiques importantes ont pu être déclenchées par de tels événements. Certains chercheurs avancent que cet impact, en générant une quantité énorme de débris et en perturbant le climat, aurait pu contribuer, parmi d'autres facteurs, aux conditions propices à des inondations d'une ampleur rarement égalée. La datation précise reste sujette à débat, mais ces découvertes offrent une piste intrigante pour relier des événements cosmiques à des catastrophes terrestres, et pourquoi pas, au récit du déluge. Nous avons mis en lumière des éléments qui, mis bout à bout, posent une question fascinante. Et si les traces géologiques du Sahara, les légendes de l'Atlantide et du déluge, ainsi que les preuves d'impact cosmique au Groenland, étaient autant de pièces d'un puzzle historique encore incomplet? La structure de Richat, marquée par le passage massif de l'eau, pourrait-elle être le témoin silencieux d'un épisode catastrophique qui a façonné notre planète? Les datations invitent à réfléchir sur un passé où nature et mythe se confondaient. Nous restons dans la plaine africaine pour maintenant retrouver les plus célèbres des monuments anciens, les grandes pyramides du plateau de Gizeh. Quand on regarde la pyramide, on est frappé par sa précision d'orientation. Elle est alignée sur les 4 points cardinaux, avec une marge d'erreur infime de 0,05 degrés. À ce jour, aucune autre construction humaine n'égale cette précision. Mais le plus troublant n'est pas là, car lorsque l'on analyse ces dimensions, un schéma mathématique précis émerge, un schéma qui semble lier la pyramide à notre planète. Voici où l'énigme commence réellement. L'image commune nous présente une pyramide à 4 faces, mais une analyse plus fine révèle qu'en réalité, la structure semble disposer de 8 faces distinctes. Ce détail, loin d'être anodin, suggère l'existence d'un plan mathématique extrêmement précis. Cette division suggère une planification géométrique complexe, favorisant une répartition uniforme des forces. La hauteur originelle de la pyramide et le périmètre de sa base révèlent des rapports mathématiques qui semblent correspondre à des constantes modernes. Et il apparaît que ces mesures se rapprochent de proportions universelles, presque comme si la pyramide codait, en miniature, les dimensions de la Terre. Un simple hasard? Peut-être. Mais ce n'est que le début. Si l'on prend la Terre pour une sphère de 11 unités de diamètre, le diamètre actuel de la Lune nous donne proportionnellement une sphère de 3 unités. C'est alors qu'un carré englobant ces 2 sphères contient parfaitement le profil de la pyramide. La demi-base de la pyramide mesure 115,77 mètres, à une marge d'erreur de 0,05, soit un nombre qui se retrouve en divisant le diamètre terrestre par 11. L'ensemble des proportions correspond à la relation entre la Terre et la Lune. Ce schéma est trop précis pour être accidentel. Mais alors, comment les Égyptiens pouvaient-ils connaître ces mesures? C'est ici que la question devient encore plus fascinante. Le mètre, notre unité de mesure actuelle, a été défini officiellement en 1793, basé sur le 10 millionième du quart d'un méridien terrestre. Mais si la pyramide est construite avec ces mêmes proportions, cela signifie que les Égyptiens connaissaient les dimensions de la Terre bien avant que notre civilisation moderne ne les calcule. Hasard, génie ancien ou connaissance perdue? Le nombre exact de couches de blocs, empilées avec une précision millimétrique, n'est pas le fruit du hasard. Chaque niveau a été calculé pour maintenir l'équilibre de la structure, garantissant que, même sans mortier, les blocs s'ajustent parfaitement les uns aux autres.
Comment expliquer qu'avec des outils d'une simplicité apparente, les bâtisseurs de Khéops aient pu établir un plan mathématique si rigoureux? La réponse reste énigmatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pyramide n'est pas juste un tas de pierres bien empilées, c'est un modèle géométrique qui reflète des données précises sur notre planète, et même sur la Lune. Alors, comment l'expliquer? Est-ce un hasard incroyable? Une connaissance avancée perdue? Ou avons-nous mal interprété l'histoire de cette civilisation? De notre civilisation? À des milliers de kilomètres, d'autres blocs massifs défient toute explication. À Sacsayhuaman et Ollantaytambo, des blocs gigantesques semblent avoir été extraits d'un seul tenant, comme s'ils avaient été découpés avec une technique inconnue. Aucun outil traditionnel ne permet d'expliquer une telle précision. Comment ont-ils fait? Avec du bronze? De simples marteaux en pierre? Ou possédaient-ils un savoir que nous avons perdu? Ces bosses ne sont pas décoratives. Elles apparaissent sur plusieurs blocs et sont toujours orientées vers l'extérieur. 3 théories se dégagent. Des poignées pour le transport, une méthode d'extraction avancée, des repères d'assemblage. Voici un autre témoignage saisissant de la carrière de Sacsayhuaman. Certaines traces et marques sur de nombreux blocs intriguent par leur régularité. On y constate des encoches dont les dimensions pourraient évoquer l'usage d'outils de coupe ou de forage avancés, peut-être combinés à des procédés chimiques, pour assouplir temporairement la pierre, voire même des techniques basées sur des vibrations ou des énergies acoustiques. Ces détails techniques pourraient suggérer l'existence d'un savoir-faire oublié, antérieur aux Incas. Quelle méthode aurait pu permettre un façonnage aussi précis? Comment expliquer ces traces qui défient la simple théorie du martèlement manuel? Devant cette paroi, on constate une extraction méthodique, presque chirurgicale, de blocs de pierre. Les arêtes sont franches, les cavités étonnamment régulières. Et pourtant, si l'on s'en tient aux outils présumés des Incas, principalement en pierre ou en bronze, sans acier ni machine moderne, l'exécution de ces découpes semble défier toute logique. Pourquoi ces lignes aussi droites? Comment ont-ils pu créer des angles aussi nets? Le simple fait d'imaginer un travail manuel aussi précis laisse perplexe. Ce site de prélèvement témoigne d'une maîtrise hors du commun, au point que l'on se demande encore comment ces tailleurs ont pu façonner la roche de manière si aboutie. Autre élément, ici, au cœur même du site d'extraction, nous découvrons ces longues stries parallèles. À première vue, on pourrait penser à l'œuvre d'une machine moderne. Pourtant, aucune trace de scie métallique ou d'outil avancé n'a été retrouvée chez les Incas. Le mystère reste entier. S'agit-il d'un savoir-faire exceptionnel, affiné par des siècles d'expérience, ou bien d'une technique encore plus audacieuse, aujourd'hui perdue? Les réponses se cachent peut-être encore sous la surface de ces sillons. Certains ont voulu voir dans ces stries le résultat d'une érosion naturelle, comme celle d'un torrent ou d'un écoulement prolongé. Mais l'orientation des rainures et la configuration de la roche rendent cette idée peu plausible. Aucun cours d'eau ne laisserait ces sillons réguliers et parallèles, surtout dans cette inclinaison. Une formation trop parfaite. La netteté de ces lignes et leur alignement défient les processus d'érosion classiques. On ne retrouve pas de pattern similaire dans d'autres formations géologiques voisines. Retour à la question du savoir-faire. Si ce n'est pas la nature, alors quelle technique précise a pu créer de tels sillons? S'agit-il d'une méthode d'abrasion intensément contrôlée ou d'un procédé encore inconnu? Les mystères de l'architecture antique dépassent de loin les frontières des Andes. Pumapunku, en Bolivie, présente des traces de découpe similaires. En Égypte, certaines carrières montrent des techniques d'extraction étrangement similaires à celles des Incas. Ont-ils utilisé une technique chimique pour ramollir la pierre, ou une technologie avancée nous échappant encore aujourd'hui? Les Incas disposaient-ils d'un moyen ingénieux de sculpter la roche à grande échelle? Cette énigme reste ouverte, invitant chacun à imaginer
ce qu'aurait pu être leur secret. Une question persiste sans réponse. Ces marques, ces rainures et ces excroissances témoignent d'une technique de taille qui défie nos connaissances actuelles sur les outils Inca. Ces indices pourraient-ils être de simples résidus d'un labeur minutieux ou révèlent-ils une méthode de travail oubliée, voire une technologie que nous n'avons pas encore comprise? Poursuivons notre voyage avec des artefacts, pour le moins surprenants. Les analyses par numérisation de ces vases révèlent des tolérances et variations de l'ordre du micromètre, soit 1 millième de millimètre, une précision rarement atteinte, même de nos jours, lorsque l'on travaille le marbre, un matériau nettement plus souple que le granit. Les données montrent une symétrie remarquable et des proportions intégrant des constantes mathématiques telles que pi et le nombre d'or. Ces résultats, issus d'études techniques menées par des équipes spécialisées, remettent en question le discours officiel qui attribue ces prouesses à un artisanat purement manuel. Comment des artisans, aux outils en cuivre et aux abrasifs naturels, auraient-ils pu sculpter du granit, l'un des matériaux les plus difficiles à travailler, avec une précision extrême, notamment sur leur surface intérieure? Le récit traditionnel ou officiel décrit un processus en plusieurs étapes. Traçage des contours sur le bloc brut à l'aide de pigments, dégrossissage par percussion, polissage abrasif, suivi d'un travail minutieux pour les détails. Or, ces méthodes ne semblent pas permettre, même dans des conditions expérimentales contrôlées, d'atteindre une régularité et une précision aussi fines sur du granit. Les tentatives de reproduction par des artisans modernes montrent que, sans disposer d'un matériau plus tendre comme le marbre, le niveau de précision constaté sur les objets antiques reste impossible et hors de portée. Face à ces constats, il est légitime de questionner la version officielle. Si les outils de l'époque, tels que nous les connaissons, ne permettent pas de justifier ces résultats, n'est-il pas temps d'explorer l'hypothèse de technique ou de savoir-faire oublié? Certaines études avancent même que la conception de ces vases aurait pu s'appuyer sur des procédés de calcul informatique ou des méthodes de mesure précurseurs de technologies modernes, remettant ainsi en cause la vision conventionnelle de l'artisanat antique. Ces vases en granit vieux de plus de 5000 ans nous confrontent à une énigme non résolue. Les preuves techniques et mathématiques suggèrent que le récit officiel, reposant sur un artisanat traditionnel et manuel, présente des limites majeures. Ce mystère n'est pas seulement une question de beauté artistique ou de savoir-faire, c'est un appel à repenser notre compréhension des capacités techniques des anciens Égyptiens. Capacités techniques impossibles à reproduire aujourd'hui et visiblement oubliées. Nous vous invitons à réfléchir à ces questions, à remettre en cause le discours établi et à partager vos idées dans les commentaires. Les mystères de la Terre se retrouvent aussi sous la mer, et nous prenons la direction de la mer Baltique, là où se cache un objet très mystérieux. Grâce aux relevés sonars et aux mesures géophysiques, les scientifiques ont découvert une formation circulaire d'une symétrie étonnante, aux contours presque artificiels dans les profondeurs de la mer Baltique. Mais ce qui rend cette anomalie encore plus mystérieuse, c'est un phénomène inattendu. À mesure que les instruments se rapprochent, ils se dérèglent. Des appareils portés par les plongeurs et censés fournir des données précises affichent alors des valeurs erratiques, comme s'ils étaient perturbés par une force inconnue. Imaginez un instant, vous vous approchez de cette formation, et soudain, les relevés se déforment, les capteurs se brouillent, et les signaux disparaissent. Les premières analyses évoquent plusieurs hypothèses. Certains avancent qu'il s'agit d'un phénomène purement géologique, lié aux forces glaciaires qui ont façonné la mer Baltique, provoquant des perturbations locales capables de déstabiliser nos instruments. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un vestige d'une civilisation disparue. Les relevés indiquent une forme régulière, d'environ 60 à 70 mètres de diamètre,
dont la symétrie et les bords nets défient les modèles classiques de formation naturelle. En observant les clichés, une autre énigme se dévoile. Une traînée mystérieuse s'étend sur le sol marin juste devant lui. Cette marque, nette et régulière, semble indiquer une interaction dynamique entre l'objet et le substrat. Certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait être le vestige d'un déplacement ou d'une activité énergétique ayant perturbé le fond marin, comme si l'objet avait laissé derrière lui une empreinte, un sillage énigmatique, se terminant par un socle de sédiments sur lequel l'objet repose. Ce détail renforce l'impression que l'anomalie n'est pas statique, mais qu'elle a interagi activement, voire brutalement avec son environnement, ajoutant une nouvelle dimension au mystère. Près de l'anomalie de la mer Baltique, un objet étonnant a été mis au jour. Un disque dont la surface porte des crans réguliers, évoquant le cadran d'une pièce mécanique. Au centre, on distingue clairement un noyau métallique incrusté, tandis que la bordure semble taillée pour accueillir des éléments aujourd'hui disparus. Ces détails, impossibles à expliquer par une simple formation naturelle, suggèrent la présence d'une technologie, ou tout au moins d'un savoir-faire, que nous peinons à replacer dans notre histoire officielle. Ce comportement intrigant soulève de nombreuses questions. Quelle force ou quelle propriété de cette anomalie pourrait perturber de tels instruments? Est-ce la signature d'une structure inconnue, d'un ancien artefact ou simplement une particularité géologique inédite? Est-ce que ce site et cet objet ne seraient pas le vestige du crash d'un objet technologique du passé, et encore non identifié? Face à ces données et ces observations, le mystère s'épaissit. L'anomalie de la mer Baltique ne se contente pas d'être une formation régulière. Elle semble interagir activement avec notre technologie, comme pour nous inviter à explorer ses secrets. Les instruments déréglés ajoutent une dimension supplémentaire à cette énigme, rendant d'autant plus pressante la question de son origine. Est-ce que cet objet serait-il encore actif? Le secret de la mer Baltique reste ouvert, et chaque question nous rapproche un peu plus de la vérité. Et que dire de ces mystérieuses traces techniques laissées sur des boîtes en granit? Commençons par ce qui saute aux yeux, des marques sur pierre si nettes, si précises, qu'elles semblent anachroniques. Regardez cette fente longue de plusieurs mètres, d'une rectitude absolue et d'une largeur constante. Impossible à tracer avec un burin de cuivre, trop tendre pour griffer la dureté du granit. Les expériences modernes, où l'on fait frotter sable et cuivre, ne produisent qu'un sillon chaotique et irrégulier. Jamais le trait continu et net que nous voyons sur cette pièce de granit. Mais ce n'est pas un cas isolé. D'autres indices, plus profonds, plus techniques, semblent confirmer une méthode avancée de taille du granit. Sur cette image, 3 stries parfaitement juxtaposées, à la même profondeur, comme découpées par un fil de métal parfaitement tendu. Un burin, même aigu, se lime et s'écarte. Le sable, lui, gratte aléatoirement. Mais méditons un instant. Si ces marques ne sont ni naturelles, ni faites à l'aide des outils officiels, qu'avons-nous réellement devant les yeux? Et puis il y a cette découverte fascinante, rare et méconnue. Un fragment de granit arraché par forage. Cette carotte, découverte parmi un ensemble de ruines, longue de plus de 20 cm, présente un alésage conique léger, poli, et des stries hélicoïdales régulières. Aucun forage manuel, aucun outil connu ne peut laisser une telle signature. Pas de bavure, pas d'imperfection, un tube dont l'extérieur reste lisse comme un miroir. Les technologies de forage modernes, même mécaniques, peinent à égaler cette qualité sur du granit. Face à ces preuves matérielles, la version académique semble de plus en plus fragile. Où est l'explication rationnelle dont la science doit faire preuve? Les manuels d'égyptologie évoquent burin de cuivre, abrasif sable, bronze. Des solutions probables, conditionnelles, qui ne tiennent pas face aux preuves matérielles.
Ces discours tiennent, car aucun texte, aucune fresque, pas même une mention orale transmise, même sommaire, ne décrivent les process? Nous avons une technologie indiscutablement complexe, sans le moindre témoignage écrit. Une absence qui en dit long, car aucune rupture technologique similaire n'existe dans l'histoire humaine. Même si l'on acceptait une technologie de découpe oubliée, une autre question surgit aussitôt. Comment ont-ils déplacé ces blocs titanesques, certains pesant jusqu'à 100 tonnes, sans engin motorisé, souvent contre la pente ou sur des sols irréguliers? Des essais contemporains, même avec 1000 volontaires et des rondins huilés, peinent à bouger un quart de ce poids. Alors comment les anciens Égyptiens ont-ils pu, avec leurs embarcations en bois et leurs rampes de terre, charger et acheminer ces géants? C'est là un deuxième dilemme qui fait voler en éclats le discours officiel. Et pour cause, nous parlons de millions de blocs géants, à travers les divers monuments anciens du monde entier, qui demandent assurément une source d'énergie extrêmement puissante, en quantité quasi illimitée. Ces anomalies sont plus que des détails d'archéologie. Elles racontent peut-être une histoire bien plus vaste, celle d'une humanité amnésique. Elles ne sont pas de simples curiosités. Elles parlent d'un savoir-faire aujourd'hui inconnu, peut-être issu d'une civilisation plus ancienne dont nous sommes les derniers héritiers. Et si ce trésor technique, perdu dans les sables du temps, détenait la clé de notre propre avenir? Une compréhension des matériaux, de la physique et de la logistique qui pourrait inspirer nos technologies de demain? Nous venons de voir ensemble les preuves d'une maîtrise du granit qui défie l'entendement et ridiculise les expériences au sable. Le mystère, loin d'être résolu, s'épaissit. Quelle méthode cachée a permis ces découpes? Quel savoir est enfoui sous ces surfaces lisses et ces perçages parfaits? Face aux discours officiels, l'indiscutable est sous nos yeux, depuis des millénaires. Il est grand temps de réexaminer nos hypothèses, de rouvrir les chantiers de recherche et de reconsidérer la part d'ombre de notre histoire. Enfin, cap sur l'Extrême-Orient, où l'ampleur atteint des sommets. À Osaka, des murs cyclopéens reposent sur des blocs de granit allant jusqu'à 800 tonnes. Le Octopus Stone et ses voisins. Ces fondations d'édifices historiques montrent une précision d'assemblage équivalente à celle des plus grands sites antiques, sans aucun document attestant d'une telle technique. Notre monde moderne peine à imaginer comment ces blocs ont été taillés, déplacés et posés, rappelant que la technologie d'hier était peut-être plus avancée que la nôtre. En conclusion, de Risha à Osaka, des vallées d'Asie aux hauts plateaux andins, de l'Égypte antique à l'Inde profonde, les preuves matérielles s'accumulent, blocs titanesques, découpes impeccables, canons géologiques. Le discours officiel, souvent réduit à de simples hypothèses artisanales, ne colle pas à ces réalités. Il nous invite à repenser notre histoire, à admettre qu'un savoir universel et sophistiqué a existé, avant de disparaître, peut-être à la suite de bouleversements climatiques, politiques ou culturels. Si vous aussi vous souhaitez revoir les certitudes du passé, abonnez-vous et rejoignez la quête. Les mystères de la Terre n'a pas encore fini de faire parler les pierres.